Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde et les solutions avancées par la France et la Grande-Bretagne pour réassurer l'Ukraine. C'est le terme qui a été choisi. On en parle avec notre invité, le général Pierre de Jong. Bonjour Pierre de Jong. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique, notamment ancien des troupes de marine, c'est important de le rappeler. Emmanuel Macron qui veut prévoir des forces de réassurance en Ukraine franco-britanniques qui seraient positionnées dans des endroits stratégiques pré-identifiés avec les Ukrainiens, avec un caractère de dissuasion à l'égard d'une potentielle nouvelle agression russe. Ça, c'est le terme technique tel qu'il a été employé. Quel type de force cela pourrait représenter ? Toutes les armées seraient représentées parce que très concrètement, bien évidemment, il y a une urgence entre guillemets terrestre. Donc on peut imaginer qu'il y ait des forces terrestres qui se déploient. Actuellement, vous savez qu'on a une mission très importante qui est à quasiment 1000 hommes en Roumanie. Donc elle pourrait se déployer ou se prolonger en direction de l'Ukraine dans différents endroits. Le deuxième point, c'est l'armée de l'air. Évidemment, nos pilotes sont également déjà présents dans l'est de l'Europe. Ils pourraient éventuellement se déployer. Évidemment, il faudrait renforcer tous ces dispositifs. Et puis évidemment, en mer Noire. Et un autre dispositif, c'est qu'on pourrait imaginer qu'une partie de la marine, participe à la surveillance du cessez-le-feu. Oui, pourquoi pas, par exemple, sauf qu'Emmanuel Macron s'empresse d'ajouter, et la France en tout cas, que envoyer des troupes en Ukraine, si on le faisait, ne devrait pas réduire notre effort de renforcement du flanc est de l'OTAN, c'est-à-dire notamment les troupes en Roumanie. Est-ce qu'on a les moyens d'envoyer beaucoup de soldats en Ukraine ? Le problème, c'est tout dépend de ce qu'on veut y faire, bien évidemment. Mais si on parle de volume, très concrètement, on a une armée de terre qui est quand même vaillante, qui est bien formée, etc. Mais le problème, c'est qu'elle est faible en effectif. On a aujourd'hui on est aujourd'hui capable de projeter. Enfin, on a 6 brigades de combat. Je parle de l'armée de terre, 6 brigades de combat avec en gros 20 000 hommes en soutien. Ce qui veut dire que globalement, on pourrait projeter 10 000 hommes pour rester dans la durée. Parce qu'une mission comme ça, elle s'improvise pas. Et puis deux, surtout, elle doit s'inscrire dans la durée. Et là, effectivement, il faut les effectifs. Et vous savez que quand vous projetez 10 000 hommes, il faut que 10 000 autres se préparent. Et puis si ça dure dans le temps, il y a 10 000 qui viennent de rentrer. Donc en fait, ça bloque globalement 30 000 hommes, ce qui est considérable. Et ces 30 000 hommes, on irait les chercher où, par exemple ? Parce que j'imagine bien que si on positionne des hommes dans l'Est de l'Europe ou alors en Ukraine, ça veut dire qu'ils n'assurent pas d'autres missions qui sont les leurs en ce moment. Alors aujourd'hui, on a les effectifs pour projeter 5 ou 10 000 hommes sans problème. Rappelez-vous, il y a encore quelques temps, on avait encore une mission Barkhane au Mali. Donc on est capable de projeter. Le problème, c'est la durée. Sauf que ça avait été fait, pardonnez-moi, mon colonel, ça avait été fait avec l'aide logistique massive des États-Unis. Il n'est pas garanti du tout que les Américains nous aident cette fois-ci. Alors ça, c'est la mise en place. Effectivement, les Français ont 2 problèmes. Un, les questions logistiques, les questions de transport stratégique. Donc il faut des avions gros porteurs, ils en font un grand nombre. Et puis il y a une partie très importante pour laquelle on est performant, mais on est relativement limité. C'est la partie ISR, tout ce qui est intelligence, renseignement, etc. Donc en fait, dans ce domaine-là, on est relativement faible. Et là, et bien évidemment, est-ce qu'on peut faire sans ? Je ne sais pas. Il faudrait travailler le sujet. Je sais que le ministère de la Défense, le ministère des Armées dit que c'est possible en partie, mais bien évidemment, sur une mission comme celle-là, il faudrait, à mon avis, de toute façon, on aura l'aval des Américains et il nous faudrait un appui américain. Exactement. Alors, autre question importante, même si c'était une question qui fâche, Pierre de Jong, loin de moi l'idée d'aller dans le sens d'une propagande russe qu'il faudrait faire croire que la France n'a les moyens de rien faire alors que la Russie pourrait faire ce qu'elle voudrait, ce qui est faux. En revanche, comment 10 000 hommes, puisque c'est une option, en tout cas c'est une hypothèse que vous formulez, 10 000 hommes envoyés en Ukraine pourraient avoir le moindre caractère dissuasif à l'égard de la Russie, alors même que celle-ci amassait plusieurs centaines de milliers d'hommes sur le front en Ukraine. Alors il y a une autre hypothèse, c'est qu'autour de ces 10 000 hommes, il y ait quelques Européens avec eux. Alors ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin, même si on pense que les Britanniques nous accompagneraient. Donc on voit qu'il y a 2 nations phares, les Anglais et nous. Et bien évidemment, je pense qu'il y aurait 2-3 autres pays qui pourraient fournir quelques troupes. Évidemment, ça va pas être très très important. Donc le vrai problème que vous évoquez, qui est parfaitement juste, c'est la théorie de la chèvre attachée à un piquet. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'en fait, on attend qu'elle soit... que la chèvre soit attaquée, elle soit bombardée ou soit détruite ou que sais-je par des Russes, à ce moment-là on répliquerait avec un autre moyen. Lequel je n'en sais rien, probablement au niveau de l'OTAN. Donc on voit encore une fois que cette mission elle n'est pas du tout calibrée, elle n'est pas préparée. On va mettre quelques semaines, quelques mois. Est-ce que cette idée est crédible pour l'ancien colonel des troupes de marine que vous êtes ? Vous savez, le problème des politiques, c'est qu'ils font de la politique. Les militaires, ils font des tactiques. C'est pour ça que j'ai appelé un militaire.
Donc le problème, je vais me rapatrier derrière ma logique. L'armée française fera ce qu'elle a à faire. Le problème, c'est que le front est extrêmement large. Je veux dire, les Russes sont extrêmement performants. Je veux dire, ils sont massifs, ils sont bien armés, ils font la guerre depuis plus de 3 ans. Les Ukrainiens aussi. Hein. Donc en fait, très concrètement, l'armée, enfin, le système européen ou français qui se mettrait en place serait purement symbolique, c'est ça que je veux dire. Et donc évidemment, il ne pourra pas faire plus. Il est hors de question de faire la guerre à la Russie, ça n'a aucun sens. Et donc je reviens à ma question, en quoi ce serait dissuasif ? Mais par la présence, simplement, c'est la théorie de la chèvre au piquet. Et donc, en fait, étant attaqué, on répliquerait. Donc, on laisse supposer la possibilité de monter la barre, comme on dit. Hein. C'est en fait de mettre plus d'effectifs, etc., et de déclencher à ce moment-là un conflit. Alors, autre question qui est importante. On va profiter de votre présence, hein, mon colonel. On a expliqué qu'il fallait réarmer la France, qu'il fallait augmenter les dépenses militaires. Aujourd'hui, quand on regarde, on se rend compte qu'on peut, ce qui est déjà pas mal, envoyer 10 000 hommes, on pourrait en tout cas envoyer 10 000 hommes en Ukraine. C'est massif, c'est presque plus que l'opération Barkhane. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on soit capable d'en envoyer davantage ? Alors, il y a plusieurs possibilités, parce qu'il y a un autre point très important, c'est qu'on a une armée de projection, et au-delà des 10 000 hommes, on a beaucoup de monde qui est projeté, en gros 20 000 hommes qui sont déjà projetés, en Afrique ou à gauche à droite, dans les dom-toms, enfin, je veux dire qu'on a vraiment beaucoup de monde en dehors de l'Hexagone, donc on a également une question de protection du territoire français, et la DOT, la défense opérationnelle du territoire qui existait jusque dans les années 90, a disparu, donc il faut la réinventer et la restructurer, ce qui veut dire qu'il y a un débat autour d'une forme de service national, de la montée en force des réserves, donc on voit qu'il y a une problématique. Le service national, c'est le service militaire. Oui, ça je veux dire, c'est bien évidemment. Et on voit bien que c'est le vrai sujet, parce qu'en fait, il faut des effectifs, et dès lors que vous êtes en confrontation avec les Russes, sans parler de guerre évidemment, il faut évidemment mettre en place un système qui protège le territoire. Le deuxième point qui est évoqué par le président, bien évidemment, c'est le réarmement de l'armée française, qui on peut considérer que depuis les années 90, avec les dividendes de la paix, cette armée qui pourtant est restée vaillante, est restée opérationnelle grâce au nucléaire en partie, bien évidemment, et c'est une armée qui était en perte de vitesse, je veux dire, moins 54 000 hommes à l'époque du président Sarkozy. Donc en fait, il faut la restructurer, la densifier. Vous savez, à l'heure où je vous parle, on a 78 canons César. On est un modèle à 200. On est un modèle à 200 chars, à 200 avions de combat, à 200 hélicoptères. Évidemment, c'est nettement insuffisant, et là, on voit qu'il y a un effort à faire pour redynamiser tout ça. Oui, effort considérable à faire. J'ai une dernière question. Alors, je vous demanderai une réponse rapide pour une question aussi importante, malheureusement. Pierre de Jong, quelles leçons ont été tirées par l'armée française depuis le début de la guerre en Ukraine, quand on a regardé notamment les progrès tactiques massifs de l'Ukraine et de la Russie au cours de ces combats ? Oui, il y a énormément de leçons qu'on peut tirer. La première, évidemment, c'est la possibilité de maintenir, ou en tout cas d'être capable d'être dans la troisième dimension. Donc c'est la lutte des drones. Ça, c'est un point qui est très important. Le deuxième, c'est la valeur du renseignement. On sait qu'aujourd'hui, sans renseignement, les Ukrainiens n'auraient pas fait toute une série de manœuvres, et les Russes non plus. Donc la valeur du renseignement qui doit être extrêmement perfectionnée, technique, humaine, tout ce qu'on voudra, etc. Mais il faut du renseignement. Et puis le troisième point, c'est qu'il faut beaucoup de moyens maintenant. C'est ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. On réalise que les armées, je dirais, squelettiques, ça ne convient pas. Effectivement. Mais écoutez, on en reparlera, pourquoi pas, avec vous. Merci beaucoup, mon colonel. Et puis, pardonnez-moi pour mon lapsus au début de l'interview, je vous avais nommé général. Excusez-moi. Ah, j'aime bien. Ouais, je sais, je comprends bien. Merci à vous, colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste notamment de géopolitique.